candidature de l'espérance, celle qui fera réussir notre pays, celle qui fera gagner les Français et surtout celle qui les rassemblera enfin autour d'un projet commun. Il n'est plus question de subir, mais il est question de décider. Il n'est plus question de fatalité, mais il est question de liberté. Et il n'est clairement plus question de décourager notre jeunesse. Elle mérite mieux. Il est clairement question au contraire de la stimuler, de lui faire confiance, de lui laisser sa chance, de la pousser à entreprendre, de la pousser à innover, à s'engager. Ce sont ceux-là les engagements d'Emmanuel Macron. Donner de l'oxygène à notre société, à notre pays, donner de l'oxygène à nos jeunes. Les énergies se démultiplient ces dernières semaines sur notre territoire pour porter et faire grandir notre mouvement En Marche. Chaque jour, un peu plus ici, dans la Nièvre, des citoyens de tous horizons, de tous âges, de toutes professions, nous contactent pour participer, pour contribuer à ce projet pour la France. Parce que c'est cela, être en marche. C'est donner la parole aux citoyens. Et c'est cela qui fait toute la différence. Et permettez-moi de profiter de cet instant pour remercier toutes celles et tous ceux qui sont en marche, à mes côtés, de jour comme de nuit, en semaine comme en week-end, et qui mettent parfois pendant un temps leur vie professionnelle ou familiale entre parenthèses. Tout ça parce qu'ils y croient, parce que nous croyons à cette révolution démocratique, à ce projet fou, comme le dit Emmanuel, mais tellement indispensable, d'émancipation des individus et de la société. Alors je pense naturellement aux personnes qui m'entourent dans le comité de pilotage départemental, aux animateurs locaux et aux adhérents qui sont sur le pont à chaque instant. Et ce n'est que le début d'une belle aventure collective. Et quel début! Regardez l'énergie déployée ce soir pour faire de ce rassemblement un grand moment. Et l'issue de cette aventure, je n'en doute pas, sera une victoire, elle aussi, en mai 2017. Ouais. La Nièvre progressiste, celle qui dépasse les clivages partisans, les clivages d'un autre temps, celle qui regarde vers l'avenir, celle qui veut renouer avec le progrès, ira elle aussi, je vous l'assure, aux côtés d'Emmanuel Macron jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, et rien ne nous détournera du chemin que nous avons tracé. Alors mes amis, vous l'avez compris, la Nièvre, à l'image de la France, est plus que jamais en marche. Bravo! Je vous propose d'accueillir maintenant Denis Thuriot, maire de Nevers. Merci, bonsoir mesdames, messieurs. Chers amis, je voulais également saluer les élus présents et puis vous tous qui remplissez cette salle, voire plus que remplissez, puisque certains ne pourront pas assister à cette soirée, nous sommes désolés. Puisque nous sommes en période de vœux, je tenais tout d'abord à vous souhaiter une très belle année 2017. Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé, et d'ailleurs cette soirée va tourner autour de la santé. Ce n'est pas un hasard que cette nouvelle année en tout cas vous apporte confiance, réussite et sérénité. Cette année nouvelle, elle nous révèle quelque chose de nouveau. Quelque part c'est logique. Cette année nouvelle nous révèle l'intérêt que peut susciter notre ville, et donc que peuvent susciter ses habitants. Emmanuel Macron nous fait l'honneur de débuter sa campagne 2017 à Nevers. Je l'ai accueilli cet après-midi au centre hospitalier de Nevers Agglomération dans le cadre de sa visite, et j'ai pu évoquer avec lui les projets en matière de santé. Et il va ce soir nous faire des propositions très concrètes. Je suis d'autant plus ravi de le recevoir à Nevers que la cité du Calme fait en fait partie de son histoire familiale. Vous ne le savez peut-être pas tous, mais je vais vous faire une petite révélation. Il l'évoque pour ceux qui ont lu son livre Révolution, puisqu'il raconte le parcours d'enseignante de sa grand-mère maternelle et les débuts de carrière de celle-ci dans notre ville ici à Nevers.
une grand-mère qui lui a transmis, entre autres valeurs essentielles, le sens de l'engagement politique. Alors, le mouvement qu'il a lancé en avril 2016 se veut transpartisan pour sortir des clivages politiques traditionnels, allez, j'ose le dire, du siècle dernier. Celles et ceux qui suivent depuis 2014 le mouvement que j'ai initié avec d'autres à Nevers à venir, ne seront donc pas étonnés. Les 3/4 des Français, selon les sondages, ne font plus de différence entre la gauche et la droite. Alors oui, il y a 3/4 de Français sans étiquette. Pour autant, cela ne doit pas nous priver de nous engager vers une nouvelle composition du monde politique, vers une autre manière de concevoir et de faire de la politique. Alors nous voulons croire en l'avenir, nous voulons croire à l'innovation, même en politique, et au refus de l'entre-soi. Et tout est une question de mentalité et de vision, et non pas et non plus une question de conviction politique, qu'elle soit de gauche ou de droite. C'est donc la question qui oppose le progressisme et le conservatisme, le mouvement contre l'inertie, l'envie d'agir contre le fatalisme, le rassemblement contre la division, le renouvellement contre l'enracinement, l'intérêt général contre le carriérisme. Nevers est aujourd'hui une des rares villes de plus de 30 000 habitants à être gérée par des élus sans étiquette, venus d'horizons politiques et professionnels divers, qui ont voulu et qui ont su faire passer l'intérêt de leur ville, et donc l'intérêt général, avant leurs convictions personnelles. Je les remercie une nouvelle fois ici publiquement. Mais nous ne sommes pas un mouvement apolitique. Chacun a ses convictions qu'il peut défendre, je dirais même qu'il doit défendre. Mais nous avons une vision différente de la politique. Et je le répète, sans étiquette ne rime pas avec sans conviction. Et ça fait bientôt 36 mois que nous réussissons à ne pas nous battre, à travailler ensemble, que nous venions de gauche, du centre, de droite, que nous ne soyons pas orientés du tout, parce qu'il y en a. Et nous sommes ainsi, depuis bientôt 3 ans, à décider ensemble, à construire ensemble l'avenir de Nevers, et vous voyez votre ville, votre agglomération qui change. Parce que Nevers n'est pas seul. D'autres villes de l'agglomération sont dirigées majoritairement par des élus hors clivage, indépendants et libres. Et ça n'a pas de prix. Alors il y a, je le crois profondément, une marche de l'histoire qui conduira à un renouvellement de ce que l'on nomme la classe politique. C'est une nécessité et c'est aussi le sens de l'histoire. Il y a indéniablement dans notre pays une fracture démocratique que nous devons impérativement réduire pour réparer notre système représentatif. Beaucoup l'ont compris rapidement, comme je voulais le saluer tout particulièrement ce soir, François Patriat, sénateur et ancien président de la région Bourgogne. On peut l'applaudir. Et c'est une nécessité, pourquoi? C'est une nécessité également si nous ne voulons pas laisser le champ libre aux extrémismes qui voient la politique comme une série de soustractions et d'exclusions et qui nous conduiraient inévitablement dans une impasse étroite. Nous espérons donc contribuer à un renouveau, être à notre niveau un laboratoire et réconcilier les abstentionnistes avec les urnes. Assez de guerres partisanes pour ne se préoccuper que d'une priorité, l'avenir des Français et la réussite collective de notre pays, avec des objectifs innovants et le respect des moyens, mais aussi le respect et surtout des personnes. Pour y parvenir, il est donc grand temps de rassembler au-delà des partis. Ce n'est pas une idée nouvelle, mais aujourd'hui, c'est une nécessité. Et vous êtes nombreux, et regardez-vous les uns les autres, vous êtes nombreux ce soir à venir à un meeting. Certains, je le sais, pour la première fois de leur vie. Et vous côtoyez d'autres personnes que vous n'auriez pas pensé voir au même meeting que vous il y a encore peu de temps. Comme quoi, c'est possible. Alors soyons créatifs. Notre pays a besoin de créativité, notre pays a besoin de liberté. La vie politique a besoin aujourd'hui de toutes les énergies, de tous les volontarismes, et elle a besoin surtout de celui qui saura les rassembler avec bon sens, pragmatisme, autour de projets nouveaux. Alors pour en terminer, et puisque ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter particulièrement ce soir, je citerai la formule d'un patron de l'industrie, et qui est de loin, puisqu'il est japonais. C'est le vice-président de Toyota. Et sa formule, c'est d'être convaincu
que de grandes choses peuvent naître du partage de bonnes idées. Emmanuel, à toi d'exposer ta vision de l'avenir de la France aux Neversois et à ceux venus d'ailleurs. Bienvenue à Nevers, je vous demanderai d'accueillir Emmanuel Macron avec les applaudissements qu'il mérite. Merci. Merci à vous. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et bonne année. Bonne année à toutes et tous. Un très grand merci pour votre accueil. Un grand merci à tous les deux pour vos mots d'introduction et, cher Denis, pour ton accueil chaleureux dans cette belle ville. Nous avons passé l'après-midi ensemble et je suis heureux d'être parmi vous ce soir, aussi nombreux à Nevers. Merci à Madame la sénatrice Anne-Emery Dumas qui, depuis les premiers jours, marche à nos côtés. Merci à mon ami François Patria, qui n'a pas compté sa peine lui aussi, depuis les premiers jours, quels que soient les aléas de la vie, pour rassembler, convaincre, entraîner, et qui fut un grand président de cette belle région. Je veux aussi saluer l'ancien maire de Bourges, Serge Pelletier. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous, traduisant en actes ce que Denis Thuriot vient de présenter, le rassemblement des bonnes volontés de toutes celles et ceux qui, quelles que soient nos histoires, nos imaginaires collectifs, nos propres convictions, nos familles de pensée, bien fait qu'autour d'un projet de valeurs, nous nous retrouvons. Et merci à toutes et tous d'être là avec vos parcours, vos identités, votre diversité, autour de ce même projet que nous allons ensemble porter. Je vous souhaite une très belle année. Et nous savons ce que nous devons, en ces premiers jours, souhaiter à notre pays. Et ce sera le fil directeur de cette campagne et de ces prochains mois. Réussir. Réussir à entrer pleinement dans ce siècle nouveau. Réussir à gagner dans le XXIe siècle, à libérer les forces vives, les énergies qui sont partout présentes sur le territoire. Et nous savons quoi souhaiter aux Français. Leur permettre à tous de trouver leur place dans cette société, de réussir avec le pays en ayant chacune et chacun son rôle. Alors, j'ai bien conscience qu'il n'est pas anodin d'organiser un premier rassemblement sur cette belle terre de Bourgogne. Cette terre est chargée d'histoire, chargée de politique au sens noble du terme. C'est bien sûr une terre mitterrandienne qui, pendant des décennies, a été la terre de François Mitterrand. C'est aussi, et surtout ici à Nevers, la terre de Pierre Bérégovoy, un homme de proximité qui aimait y revenir chaque semaine, un homme respecté par tous pour son action, pour ce qu'il incarnait, pour la transformation apportée à la ville. Je pense à la rénovation du Palais Ducal, je pense aussi au lancement de l'hôpital, sa dernière décision, cher Denis, où nous étions tout à l'heure, qui est ton combat d'aujourd'hui, pour partie. C'est une histoire qui résonne encore dans toute la Nièvre et au-delà. Et je suis content de voir ici quelques visages de cette histoire.
Je pense en particulier à Marcel Charmant ou René-Pierre Signé, ancien sénateur-maire de Château-Chinon, qui nous font le plaisir d'être parmi nous ce soir. Monsieur Bardin aussi, ancien président du Conseil général. Et je pense aussi à Didier Boulot, qui nous a accueillis tout à l'heure et qui a inscrit son engagement dans la droite ligne de Pierre Bérégovoy. Parce qu'on ne construit rien si on ne respecte pas l'histoire, les histoires dans lesquelles chacune et chacun s'inscrit, dans lesquelles les territoires aussi se sont construits. Non pas pour les répéter, non pas pour s'y enfermer, pour les respecter dans la fidélité vraie que nous leur devons, celle qui consiste à inventer un avenir commun, à rassembler des énergies en n'oubliant jamais ce qui nous a fait et les terres où nous sommes. Pour moi, ce n'est pas innocent à ce titre d'être ici. Et je l'ai rappelé il y a quelques instants, parce que c'est aussi une ville qui porte une partie de mon histoire familiale. C'est la ville où, en effet, ma grand-mère, pour la première fois, quitta ses Hautes-Pyrénées natales pour venir passer plusieurs années, emmenant sa mère avec elle, des années de guerre. Vous savez, on grandit toujours avec ses propres souvenirs d'enfance, mais on grandit parfois avec les souvenirs des autres. Et on grandit avec des images de lieux qu'on n'a jamais vus, avec les histoires qu'on vous a racontées. Et je peux vous dire que j'ai grandi avec Nevers, parce que j'ai grandi avec ces scènes que me racontait ma grand-mère, où, jeune enseignante, elle arrivait au rectorat. Ces scènes de guerre, parce que cette ville en a souffert. Ces scènes de liberté extraordinaires de cette génération qui, malgré tout, a résisté et qui a montré, parfois plus que d'autres, l'énergie qui existe dans le peuple français. Donc je peux le dire, je connais Nevers, parce que cette ville a peuplé mon enfance de rues que je n'avais jamais vues, de femmes et d'hommes que je n'avais jamais croisés, et qui ont fait aussi mon histoire familiale. Alors aujourd'hui, il se passe quelque chose dans le pays. Vous en êtes le témoignage vivant ce soir. Il se passe quelque chose lorsque ce qui n'était, il y a quelques mois, qu'une volonté folle, réunit désormais des milliers de personnes. Il se passe quelque chose lorsque des jeunes, que l'on dit si peu intéressés par la chose publique, s'inscrivent si massivement sur les listes électorales, parce qu'ils refusent que cette élection qui arrive se fasse sans eux. Il se passe quelque chose lorsque des femmes et des hommes qui s'étaient parfois combattus ou qui ne croyaient plus dans l'action publique se retrouvent dans une même salle pour penser, partager, vouloir agir ensemble et transformer le pays. Il se passe quelque chose lorsque tant de nos concitoyens, déçus par la politique, fatigués par tant d'années de division et de diversion, expriment de nouveau un intérêt, une attente, une espérance, parce qu'ils sentent la sincérité de notre mouvement. Oui, il se passe quelque chose lorsque des femmes et des hommes venus d'horizons différents s'engagent, non pas pour s'encarter dans un parti, non pas pour défendre leurs intérêts ou les intérêts de celui-ci, mais pour ensemble porter l'intérêt général, pour ensemble construire un projet nouveau, celui du XXIe siècle, celui que notre pays, que nos territoires méritent. Oui, il se passe quelque chose aujourd'hui, ici. Et ce qu'il se passe, c'est cette révolution démocratique qui permettra de transformer la France. C'est cette révolution qu'ensemble, nous allons conduire. Non pas sur des clivages anciens, mais bien par une refondation profonde, une refondation idéologique, sincère, progressiste, en dépassant ce qui nous avait bloqués pour construire ensemble. Cette révolution démocratique, elle se construira
en libérant toutes les énergies, en libérant les énergies qui sont dans notre société, chez chacune et chacun d'entre nous. Et d'abord, c'est ma conviction première, je l'ai répété il y a encore plusieurs semaines, en refondant très profondément une chose, le travail. Le travail, c'est le cœur de notre société, le cœur de notre économie, le cœur de nos projets, à chacune et chacun d'entre nous. Parce que le travail, c'est ce qui permet à chacun de trouver sa place dans la vie. C'est ce qui permet de trouver un rôle, de s'émanciper, de sortir de sa condition, de construire son destin. Donc oui, je l'ai dit et je le redis ce soir, je veux être le candidat du travail, parce que c'est par le travail, pour le travail, que nous redresserons le pays. Parce que c'est par le travail que celui qui n'a hérité de rien peut construire sa vie. Parce que c'est par le travail que celui qui veut choisir son destin le trouvera. Parce que c'est lorsqu'on est loin du travail que la pire injustice est subie. Parce que c'est aujourd'hui dans notre société, lorsqu'on ne trouve pas un emploi, lorsqu'on est malheureux au travail, que les pires des injustices sont vécues. Alors pour être le candidat du travail, pour gagner cette bataille contre le chômage, bataille que nous avons perdue dans notre pays depuis 35 ans, il faut prendre des mesures fortes. Nous sommes le seul pays d'Europe, le seul grand pays d'Europe qui n'a pas vaincu le chômage de masse. Pour mener ce combat, il faudra relancer l'investissement public et privé. Il faudra plus d'Europe en relançant une dynamique forte. Mais cette dynamique n'existera que si nous savons nous-mêmes conduire nos propres réformes, retrouver notre crédibilité, convaincre nos partenaires que nous sommes dans une aventure commune où ils peuvent nous faire confiance. Je veux d'abord que le travail paye plus, et il paiera plus. Pour cela, tous les travailleurs, qu'ils soient salariés, indépendants ou fonctionnaires, verront leur pouvoir d'achat augmenter. Par exemple, une aide-soignante qui gagne 1 800 € brut par mois, ce sera environ 300 € de plus par an. Toutes et tous, quel que soit le niveau de salaire, parce que j'ai voulu cette baisse de cotisation sociale qui ne sera compensée que pour partie par une hausse de la CSG, tous les travailleurs, quel que soit leur statut, leurs conditions, leur situation, gagneront du pouvoir d'achat. Parce que je veux que le travail soit récompensé. Et plus on travaillera, mieux on gagnera sa vie. C'est la clé de cet esprit de responsabilité. Pour être le candidat du travail, je veux aussi que l'accès au travail soit plus facile. Et donc que les employeurs soient encouragés à embaucher. Et donc pour cela, il faut que le coût du travail diminue. Il faut que le coût réel payé par l'employeur diminue. Et donc à ce titre, je supprimerai le crédit impôt compétitivité emploi pour le remplacer par un allègement de charges dans la durée pérenne pour toutes et tous, c'est-à-dire non seulement pour les entreprises qui payent l'impôt sur les sociétés, mais pour les indépendants, pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ce seront 6 points de charge patronale en moins pour réduire précisément ce coût du travail, pour encourager l'embauche, pour développer partout en France de manière durable l'emploi. Le travail sera aussi encouragé parce que nous aurons une économie plus agile. Et c'est indispensable. Nous avons besoin d'avoir des entrepreneurs qui puissent embaucher plus facilement parce qu'ils pourront s'adapter aux cycles économiques, aux contre-coups, à la situation de leur entreprise
de manière plus aisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Une réforme en profondeur de notre marché du travail. Non pas par des réformes de ci ou de là qui diviseront la population, qui conduiront à réduire les droits des uns de manière homogène partout dans le territoire, mais par une transformation profonde qui va permettre partout de réduire la place de la loi pour faire davantage confiance au contrat, c'est-à-dire à l'accord de branche et l'accord d'entreprise. Ce que je veux pour notre marché du travail, c'est que la loi ne définisse plus qu'un ordre public social, mais que partout, par des accords de branche et par des accords d'entreprise majoritaires, on puisse déroger à la loi pour trouver les bons équilibres, les bonnes souplesses sur le terrain, non pas en réduisant les droits de tous les salariés, comme certains le caricaturent, mais en permettant de s'adapter à la taille de l'entreprise, aux aléas du carnet de commandes, aux contraintes du secteur, à tout ce qui fait qu'une entreprise du BTP de 3 salariés à Nevers n'a rien à voir avec la situation d'un grand groupe international qui opère depuis Paris sur tous les continents. C'est une évidence, mais nous allons le faire. Nous allons le faire jusqu'au bout. Et c'est ainsi que nous pourrons massivement non seulement développer l'embauche, mais permettre d'éviter nombre de licenciements. Cette réforme, je la conduirai dès le début du quinquennat. C'est la réforme principale du marché du travail. Ce sera l'un de mes grands objectifs. Faciliter l'embauche, c'est aussi donner de la visibilité à tous, aux employeurs comme aux salariés. Et pour ce faire, j'irai au bout de la réforme des prud'hommes qu'en tant que ministre, j'avais conduite, en définissant des plafonds et des planchers pour les dommages et intérêts. Non pas en réduisant les droits, là encore, mais pour donner à toutes et tous de la visibilité sur le terrain, pour éviter d'avoir des entrepreneurs qui puissent encore vous dire demain, moi je n'embauche personne. Parce que je sais très bien que je vais finir au prud'homme si ça se passe mal, ça va durer des années, et je ne sais pas pour combien je vais en avoir. On le sait bien. Les victimes, aujourd'hui, de notre système, ce sont les salariés les plus modestes, qui vont passer des années dans des procédures trop longues, qui vont parfois espérer gagner des sommes inconsidérées, parce qu'on leur aura menti. Et ce sont les plus petits entrepreneurs qui, du coup, n'embaucheront plus. Donc je conduirai jusqu'au bout cette réforme des prud'hommes parce qu'elle est importante pour l'emploi et parce que c'est une réforme juste. Enfin, je veux faciliter le travail pour toutes celles et ceux qui entreprennent, qui sont les indépendants, les professions libérales, qui sont à leur compte, qui créent de l'activité, pour eux-mêmes et aussi parfois pour d'autres, et qui aujourd'hui souffrent des complexités du régime social des indépendants. Je rapprocherai ainsi l'organisation du régime des indépendants de celle du régime général, avec un guichet indépendant, mais en supprimant le RSI. Cela permettra de réduire les délais insupportables tout en préservant les exonérations et les réductions de cotisations de 6 millions d'indépendants qui travaillent en France. Le travail, c'est la clé de notre refondation. Mais pour faire réussir la France, permettre à chacun de trouver sa place, il faut aussi libérer nos territoires, les aider à réussir, partout sur le pays. Je sais que vous avez ici, dans la Nièvre, tous les atouts pour réussir. Je sais que vous avez aussi beaucoup souffert ces dernières décennies d'entreprises perdues, de fermetures de services publics, de casernes. Vous avez perdu de la population. Mais vous avez des entreprises qui innovent,
une population qui veut aller de l'avant, des forêts et des terrains agricoles, une énergie, et donc un formidable sentiment de gâchis. Ce gâchis, c'est ce sentiment que le découpage territorial n'est pas à votre avantage et que vous pouvez parfois vous sentir loin des métropoles. Le gâchis, c'est le sentiment que vous pouvez avoir en considérant que la puissance publique investit moins ici que dans d'autres territoires. C'est le sentiment que peuvent avoir beaucoup de jeunes lorsqu'ils sont contraints d'aller faire leurs études ailleurs. Je veux mettre fin à ce sentiment de gâchis. Alors pour cela, ce ne sont pas des promesses inconsidérées qu'il faut faire. Non. C'est un engagement fort d'agir avec vous, avec le territoire, de faire davantage confiance à la population, aux élus locaux, aux services partout sur le territoire, et donc d'engager une phase nouvelle de décentralisation et de déconcentration. C'est cela à quoi je m'engage pour libérer l'énergie des territoires. Alors oui, nous devrons investir pour ce faire. Nous devrons investir davantage dans les services publics pour assurer leur continuité. Investir pour qu'il y ait justement partout une couverture numérique digne de ce nom. Et ce sera l'une de mes principales priorités en matière d'investissement public. Parce qu'on peut développer, et nous allons développer, le Nivernais et Nevers. Vous êtes en train de le faire et de le réussir. On le fera avec le numérique, par le numérique. Mais pour cela, il est indispensable que la fibre soit là, que la couverture 3G et 4G soit sur le territoire. Et donc nous accélérerons les investissements publics et l'organisation collective pour y parvenir. C'est indispensable. C'est l'infrastructure du XXIe siècle qui nous permettra d'y arriver. Enfin, pour que chacune et chacun trouve sa place, comme je le disais, pour réussir, il faut protéger aussi. On doit libérer les énergies, les territoires, mais nous devons protéger les plus faibles. Nous devons assurer les sécurités contemporaines qui vont permettre à chacune et chacun de prendre les risques de la vie, d'être assuré qu'il ne sera pas abandonné, de protéger face aux aléas, de protéger parce que tout le monde ne peut pas réussir. C'est le cœur d'une solidarité nécessaire qui se conjugue avec la liberté. C'est le cœur d'ailleurs du projet français. Parce qu'il n'y a pas d'émancipation possible si cette émancipation n'est pas juste, si elle n'est pas faite pour tous et toutes. Alors, dans ce moment de l'année qui est celui des vœux, beaucoup ont passé du temps à parler aux Françaises et Français pour leur dire tous leurs projets, tout ce qu'ils allaient faire, qu'ils n'avaient pas fait. Vous me direz, c'est le temps des résolutions. Je préfère celui des engagements. Mais dans ces temps de début d'année, on se souhaite, les uns les autres, avant toute chose, la santé. Alors je veux aussi, dans les sécurités indispensables, vous parler de santé. Parce que oui, il y a évidemment les sécurités individuelles qui vont face au chômage, pour la formation professionnelle, tout au long de la vie. J'en ai déjà parlé et j'en reparlerai. Mais je veux vous parler ce soir de santé. De santé car ce sujet nous concerne toutes et tous sans exception. Parce que lorsque nous avons conduit il y a quelques mois, et beaucoup d'entre vous nous ont aidés à le faire ici, cette grande marche, les Françaises et les Français ont exprimé une préoccupation première, parmi quelques autres, c'est la santé. C'est ce souhait d'être bien soignés. C'est cette volonté, pour eux-mêmes, pour leurs proches,
d'être protégés contre ces aléas de la vie et d'être en bonne santé. Parce qu'ils craignent pour leurs soins, pour leur prise en charge. Ils craignent aussi de voir notre système solidaire s'étioler. Les Français ont un attachement singulier à leur modèle de santé. Un attachement parce que c'est le fruit de notre histoire. Depuis plus d'un siècle, depuis plusieurs siècles, nous sommes une terre de santé. Nous sommes un pays d'excellence médicale. Notre modèle, il est envié partout dans le monde. En première ligne, c'est celui qui a permis d'inventer en France le vaccin contre la rage, de procéder à des inventions aussi formidables que le cœur artificiel, la découverte du VIH. Nous sommes un pays de première mondiale qui ne cesse de se perpétuer. Depuis 1945, nous sommes parvenus à construire l'organisation de santé parmi les plus efficaces au monde. La réforme de 1958, les lois Debré ont permis de créer l'hôpital, qui est non seulement une fierté, mais qui a été partout envié. Parce que c'est l'excellence de la formation, du soin, de la clinique et de la recherche. La santé, c'est aussi l'histoire intime des Français. Qui a partagé votre vie, à part vos proches? Qui est le témoin de vos angoisses? Qui vous suit? Le médecin. Le médecin de famille, qui a jalonné nos campagnes et qui se fait de plus en plus rare, qui reviendrait. Celui à qui, dans le secret, dans cette relation unique, vous confiez les choses. L'infirmière, l'aide-soignante, qui va faire votre quotidien lorsque vous devenez dépendant ou lorsque vous êtes affaibli. Lorsqu'on parle de santé, on parle avant tout d'humanité. On ne parle pas de chiffres, on ne parle pas d'un coût d'abord. On parle de ce qui est le cœur de notre humanité. Et on doit pour cela, d'abord et avant tout, en parler avec l'humilité qui convient. Lorsqu'on la réduit à un coût, à une politique publique, on se trompe. La santé, c'est dans l'intimité, dans son épaisseur, ce qui fait notre vie. Alors, cette santé qui est au cœur de l'histoire française, de notre quotidien, de notre attachement, elle est face à de nombreux défis. D'abord, le défi du système de santé même que nous connaissons. Cette crise que nous vivons depuis des décennies, les difficultés à l'hôpital, mais qui ne sont pas les mêmes à l'hôpital de Nevers et dans un hôpital parisien. Ce défi de notre organisation collective. Le deuxième défi, c'est celui du vieillissement. C'est une chance, une formidable opportunité, mais c'est un défi d'organisation collective. Il faut le regarder en face. En 2050, un Français sur 3 sera âgé de plus de 60 ans. En 2005, c'était un Français sur 5. Alors lorsqu'on est plus âgé, on est évidemment plus souvent malade, parfois moins autonome, et mécaniquement, les patients, les personnes fragiles sont de plus en plus nombreux et les dépenses mécaniquement augmentent. Et donc on doit inventer la manière de soigner, d'accompagner ce vieillissement différemment. C'est une chance, mais en même temps, alors qu'il est normal que ces dépenses ont continué à augmenter, on ne peut pas avoir des dépenses de santé qui augmentent 3 fois plus vite que la création des richesses dans notre pays. C'est pourquoi l'effort poursuivi ces dernières années devra être conduit. Et il ne s'agit pas de considérer qu'on va faire face à ce défi en relâchant l'effort. Mais il faut s'organiser différemment, organiser les soins, notre système collectif, de manière plus adaptée à ce défi. Le troisième défi, c'est le développement des maladies chroniques. Là aussi, c'est une chance formidable. Il y a quelques années ou quelques décennies, on mourait systématiquement de plusieurs formes de cancer.
on mourrait du sida, on mourrait de nombreuses pathologies, qui sont devenues ce qu'on appelle aujourd'hui des maladies chroniques. Ça veut dire d'abord, et c'est une formidable nouvelle qu'il faut saluer, on n'en meurt plus. Mais on vit donc longtemps avec des traitements coûteux, avec des passages à l'hôpital, avec des soins. Et donc oui, là aussi, c'est une autre forme d'organisation et un coût qu'il faut penser et accompagner. Le quatrième défi, c'est que nous devons passer de l'excellence en soins à l'excellence en santé. La France est un pays formidable lorsqu'on est malade. On est mieux couvert, bien souvent, et je vais vous le dire ici, ça continuera à être le cas. Et nous nous battrons pour cela. Mais en même temps, nous prévenons mal les pathologies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prévient moins bien les maladies qui viennent du tabac, ou de l'alcool, ou des accidents de la route. 73 000 de nos concitoyens meurent chaque année à cause de la cigarette, 50 000 à cause de l'alcool. On se suicide beaucoup plus que dans de nombreux pays voisins. La pollution tue, la pollution de l'air, beaucoup plus que dans nombre de pays voisins. J'étais il y a quelques semaines dans la vallée de l'Arve, elle sort d'une alerte pollution de 33 jours. Imaginez-vous. Tout cela fait qu'en France, notre système de prévention est moins bon. Tout ça paraissent pour beaucoup des idées sympathiques. Ils nous disent, oui, c'est bien gentil, mais enfin, ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est le soin. Mais tout ce dont je viens de vous parler, vous allez le retrouver dans des pathologies chroniques parce qu'on aura moins bien prévenu. Vous allez le retrouver dans des maladies respiratoires, dans des maladies chroniques, dans des dépendances. Et donc, oui, mieux prévenir, c'est aussi comme cela qu'on soignera mieux, qu'on réduira les coûts, qu'on réduira le coût pour notre société. Et donc, il est indispensable d'avoir une meilleure politique en la matière. Et puis le dernier défi, c'est celui des inégalités. En matière d'inégalité, on donne souvent des chiffres. On dit que l'espérance de vie d'un ouvrier est de 7 ans inférieure à celle d'un cadre. C'est vrai. On dit que les enfants d'agriculteurs ont 50% de caries en plus que les enfants de cadres. C'est vrai. On dit que dans un tiers des départements français, on ne trouve plus de médecins après 20 heures. C'est vrai. Et le plus terrible, c'est que ces chiffres finissent par ne plus choquer personne. Et donc, quand on parle de santé, on parle d'inégalités profondes, sociales, territoriales, qui sont aussi aujourd'hui un défi extraordinaire que nous devons relever. Et donc, face à tout cela, vous voyez bien que la réponse, elle ne peut pas être de ne rien faire. On ne protégera pas notre santé en disant « on va faire comme si de rien n'était, on ne va toucher à rien, on va protéger les uns et les autres les structures et on fera comme avant ». Non, ça n'est pas possible. La réponse, elle ne peut pas être non plus « on va dérembourser ». On va couper des têtes, on va supprimer des fonctionnaires, dérembourser des soins. Non, parce que ce sont des mauvaises réponses partielles ou régulières. La réponse exigeante, c'est de continuer à faire des économies indispensables en relevant ces défis. C'est-à-dire de conduire une vraie révolution culturelle de la santé. C'est cela ce que nous devons faire. Non pas faire un énième coup de rabot, non pas considérer qu'il faut dérembourser ici, couper par là, déshumaniser tout, mais bien plutôt conduire une révolution culturelle par laquelle nous nous appuierons davantage
sur les personnels de santé et les patients, plutôt que sur les systèmes de soins et les établissements. Une révolution culturelle pour favoriser les initiatives de terrain, la liberté des acteurs et des choix, plutôt que les décisions uniformes dictées d'en haut, pour aborder la santé comme une source de richesse et d'opportunités, plutôt que simplement comme un poste de coût, pour avancer en donnant du sens, des perspectives de long terme, plutôt que des mesures de court terme dans lesquelles on finit par prendre des mauvaises décisions que nous payons aujourd'hui. Et donc, ce que nous devons conduire, c'est une révolution culturelle profonde autour de plusieurs grands chantiers. 4 grands chantiers sur lesquels je veux, devant vous ce soir, m'engager. Le premier chantier, c'est celui de la prévention. La révolution de la prévention, c'est celle que nous devons conduire, en particulier pour passer d'un bon système de santé, un bon système de soins, pardon, à un bon système de santé. Soigner les Français, c'est par construction, non pas attendre simplement qu'ils soient malades, mais leur permettre de vivre le maximum de temps en bonne santé. C'est cela le cœur de la prévention. Et donc c'est les inciter à vivre plus sainement, c'est-à-dire à mieux se nourrir, à bouger tous les jours à pied ou à vélo, à promouvoir parmi les jeunes celui qui ne fume pas, qui conduit le soir sans avoir bu. C'est renforcer l'éducation à la santé et le dépistage précoce. C'est renforcer la couverture vaccinale qui est aujourd'hui trop faible pour être pleinement efficace. Ce sont là les véritables économies dans la durée. Elles peuvent arriver très vite. Et cela doit être le cœur de notre ambition. Faire de la prévention à long terme, c'est le meilleur moyen de faire des économies et de rendre notre système plus performant. Parce qu'en investissant un peu dans le sport, par exemple, on évitera des hospitalisations coûteuses pour de nombreuses maladies. Alors pour cela, comment faire concrètement? D'abord, il faut que les Français soient en contact régulier avec des professionnels. Pas une fois ponctuellement, lorsqu'ils se rendent chez le médecin quand ils sont malades. Non. Le plus souvent possible. Et pour là aussi éviter des inégalités. Parce que vous savez, quand on est un enfant venant d'un milieu modeste, dans bien des cas, on ne va pas chez le médecin. On ne va pas chez le dentiste qui préviendra certains risques. On ne va pas chez le généraliste aussi souvent que d'autres. Et donc oui, pour que le plus souvent possible, les Françaises et les Français, tout au long de la vie, puissent avoir à l'école, sur le lieu de travail, accès, et encore plus que d'autres dans les zones défavorisées ou dans certains déserts médicaux, accès à la santé et aux soignants, nous devons conduire une réforme profonde. Ce que je veux faire pour cela, c'est créer un service sanitaire de 3 mois pour les étudiants en santé. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire très concrètement? Ça veut dire que tous les étudiants en santé, en médecine, en pharmacie, en dentaire, les étudiants infirmiers et infirmières, tous ces étudiants auront au moins 3 mois d'action de prévention. Ils seront formés pour cela, ils ne feront pas d'actes de soins, mais ils iront dans les écoles sensibilisées sur le tabac, ils iront dans les écoles, dans certains quartiers défavorisés, dans des EHPAD, chez les dépendants, donc, dans des maisons de retraite, prévenir justement la mauvaise audition, certains risques liés à des maladies dentaires, certains comportements qui aujourd'hui conduisent à des maladies ou à des défaillances. C'est bon pour les professionnels de santé, c'est bon pour notre profession de santé, justement, et c'est bon pour le pays. C'est un décloisonnement, c'est une révolution culturelle, nous devons la conduire. Ce service sanitaire
sera intégré dans les maquettes pédagogiques et à terme, il pourra concerner ainsi plus de 40 000 étudiants chaque année. C'est une force de frappe formidable. Ça ne coûte pas 1 euro de plus. Cela responsabilisera tous les étudiants en santé. Cela les ouvrira hors du champ médical. Et cela permettra à l'ensemble des Françaises et des Français, les plus jeunes, les plus âgés, les plus défavorisés, d'être mieux prévenus contre certains risques, d'être ainsi mieux protégés. C'est cela aussi une vraie réforme de la santé. Pour développer la prévention, il faut aussi fixer des objectifs nationaux et enclencher une mobilisation générale. Je veux fixer ainsi comme objectif que la génération française qui naît aujourd'hui sera la première génération sans tabac. C'est un objectif que nous sommes capables de relever. Là aussi, il ne s'agit pas de tomber dans des vieilles batailles, de dire il y a d'un côté certains professionnels qui, par exemple, sont les pluralistes. Ils ont le droit de vivre et il faudra les accompagner dans cette transition, les protéger, les respecter, en aucun cas les stigmatiser. Et il y aurait de l'autre côté les belles âmes. Non, c'est un défi collectif que nous allons conduire en responsabilité, en formant, non pas en punissant, mais en incitant. Qu'a fait l'Australie? Ils sont en train de gagner cette bataille. Ils avaient, comme nous, entre 20 et 30% de leurs jeunes qui fumaient. Ils en ont aujourd'hui 3%. Comment ont-ils fait? Ils n'ont pas augmenté le prix du paquet de cigarettes avant tout. Ils n'ont pas eu des débats et des guerres comme nous en avons. Ils ont créé une vraie politique d'incitation pour faire que les lycées, qui avaient le moins de fumeurs, qui valorisaient le mieux le sans-tabac, eh bien, étaient récompensés, mieux dotés, valorisés. Et donc, c'est là aussi par une révolution des mentalités, par une mise en valeur des meilleures pratiques, par une récompense offerte à toutes celles et ceux qui, justement, réussissaient sur le terrain, au contact du quotidien, cette transformation, qu'ils ont réussi ce combat. Non pas en stigmatisant ou en pénalisant, mais en valorisant les bons comportements, en donnant de la fierté à ceux qui conduisaient cette transformation, et en mettant là aussi de la santé hors des établissements de soins, à l'école et au travail. C'est cela que nous valorisons. Et pour développer également la prévention, il faut la rémunérer à sa juste valeur. Et pour cela, je veux que nous changions le mécanisme de rémunération des professionnels de santé. D'abord, je veux pour eux de la considération. Je veux pour eux de la revalorisation de leur rémunération. Ce sera l'un des axes de notre réforme de la santé. Mais non pas simplement par une meilleure cotation des actes. Je veux que les professionnels de santé partout en France soient mieux considérés, mieux valorisés et mieux payés. Mais pour cela, je veux qu'une partie de leur rémunération prenne en compte des objectifs de santé publique. Je veux que partout sur le territoire, ces professionnels de santé soient aussi mieux payés, non pas parce qu'ils feront le maximum de consultations ou le maximum d'actes, mais parce qu'ils feront le maximum de prévention. Et donc, nous transformerons une partie de leur rémunération pour qu'il puisse y avoir une contractualisation sur la base d'objectifs de santé publique, pour qu'ils soient ainsi incités à mieux accompagner certaines personnes handicapées, certaines personnes âgées, certaines personnes défavorisées, non pas pour qu'ils les soignent davantage, mais pour qu'ils les aident à être moins malades, pour qu'ils les accompagnent en termes de soins complets et de santé. Cette révolution est fondamentale et nous la conduirons.
Parce qu'au fond, vous l'avez compris, je crois que pour développer la prévention, nous avons besoin de faire confiance avant tout aux professionnels. Je leur donnerai ainsi la liberté de s'organiser, de prendre des initiatives partout sur le territoire contre l'alcoolisme des jeunes et les drames du samedi soir, contre les infections sexuellement transmissibles et les nouvelles infections. C'est pourquoi je permettrai aux agences régionales de santé de lancer des appels à projets en fonction des besoins locaux, des organisations spécifiques, des demandes des professionnels pour des actions adaptées aux populations. La révolution de la prévention, elle ne partira pas de l'État, elle se construira sur les territoires par des initiatives multiples avec les élus et les professionnels de santé. Enfin, pour développer la prévention, il faut que les Français puissent prendre soin, sans se ruiner, de leurs yeux, de leurs dents et de leur audition. S'agissant des lunettes, des prothèses dentaires et de l'audition, je fixe l'objectif de 100% de prise en charge d'ici 2022. Alors comment nous ferons? Il ne s'agit pas de dépenser de manière inconsidérée. Il s'agit juste de dire que c'est une réforme essentielle parce que c'est une injustice et c'est une inefficacité. Quand un enfant n'est pas protégé contre sa myopie, parce que ses parents ne peuvent pas lui payer des lunettes, il n'arrive pas à lire au tableau. Et donc il construit son propre échec scolaire. C'est intolérable. Lorsqu'une personne démunie, au chômage, ne peut pas se faire soigner les dents parce qu'elle est mal remboursée, elle ira à l'entretien d'embauche avec des dents gâtées. C'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Et donc elle n'aura pas son emploi, à coup sûr. Parce que lorsqu'une personne âgée ne pourra pas s'équiper d'une prothèse auditive, parce qu'elle est mal remboursée, eh bien, elle rentrera plus vite dans l'isolement, et donc dans la démence, la sénilité ou la dépendance. Et donc, toutes ces petites économies qu'on fait aujourd'hui sur le dos des Français, elles conduisent à des coûts économiques, sociaux ou sanitaires beaucoup plus importants quelques années après. Elles conduisent à des injustices aujourd'hui intolérables. C'est pour ça que cette bataille est à la fois juste et efficace. Alors, comment nous allons le faire? Nous allons, pour cela, davantage responsabiliser ensemble la sécurité sociale et les mutuelles. La sécurité sociale rembourse très mal ces soins aujourd'hui. 4 à 5%, 10% pour certains soins. Et donc ce sont largement les mutuelles, quand on peut se les payer, qui remboursent ces soins. Je veux que la sécurité sociale travaille avec les mutuelles pour construire ensemble cette couverture à 100% pour toute la population, mais en faisant baisser les prix. C'est comme ça que nous ferons les vraies économies. Parce qu'aujourd'hui en France, une prothèse auditive, elle est 3 fois plus chère qu'en Allemagne. Qu'est-ce qui le justifie? Rien. Parce que nous avons laissé cela se faire. Parce que nous avons laissé certains s'organiser sur le dos de la population. Parce que nous avons laissé trop peu de concurrence s'installer. Parce que vous le voyez, vous pouvez, en remettant de la juste concurrence, en mettant une pression sur certains producteurs de prothèses, dentaires ou auditives, faire baisser les prix, retrouver un prix plus juste en protégeant mieux. Et donc vous voyez que vous réconciliez ce faisant la liberté et la justice, la liberté et la solidarité.
Et donc tout cela passera par une meilleure transparence des prix, par plus de concurrence, par un travail partenarial de la sécurité sociale et des mutuelles pour arriver à cet objectif, parce que la réalité que nous vivons est intolérable. Le deuxième chantier que je conduirai, c'est l'accès de tous à des soins de qualité. Parce qu'il y a aujourd'hui des inégalités sociales et des inégalités territoriales. Face aux inégalités sociales, je vais vous le dire clairement. Je suis défavorable au déremboursement des petits soins. Ce n'est pas un projet radical, c'est un projet partial, injuste et inefficace. Et donc oui, le projet que je porte est un projet qui permet, qui même encourage, l'accès de tous aux soins. Et donc je m'engage à ce qu'il n'y ait aucun déremboursement de soins utiles durant mon quinquennat. C'est un engagement solennel et fondamental. Pourquoi le projet conservateur, que je respecte dans ses composantes et dans son identité, mais pourquoi le projet conservateur de François Fillon, je m'y oppose? Pourquoi je considère qu'il est à la fois inefficace et injuste? Il est inefficace pour les raisons que je viens d'expliquer. D'abord parce que je n'ai trouvé personne pour m'expliquer ce qu'était un petit rhume et un grand rhume. J'ai compris qu'il y avait des débats, parfois téléologiques, qui s'étaient noués au sein même de sa propre équipe sur ce sujet. Mais, parce que surtout, c'est inefficace. Qui va renoncer à se traiter sur le petit soin? Ira plus vite vers des maladies plus graves. Parce qu'en déremboursant ce qui paraît innocent, alors que c'est utile, eh bien, on incitera beaucoup de Français à ne pas se traiter, et donc à aller plus rapidement vers des maladies plus graves, qui coûteront au final plus cher. Donc non, ça n'est pas une mesure efficace d'économie. Puis en même temps, c'est une mesure injuste. Pourquoi? Parce que vous allez dérembourser. Les plus riches iront quand même se soigner. Les plus modestes, et il faut nous en féliciter, seront soignés parce qu'ils ont une couverture maladie universelle. Il y a une solidarité nationale qui les protège. Et quelles seront les victimes de cette décision? Toutes les classes moyennes. Toutes les classes moyennes, et en particulier les plus âgés, ceux qui ont le plus recours aux soins, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la CMU, mais qui n'ont pas assez d'argent pour justement aller se traiter sur ce petit soin. Et donc, eux seront les victimes de cette réforme inique, de cette mauvaise réforme du déremboursement à laquelle je m'oppose. De la même façon, supprimer l'aide médicale d'État n'est pas une bonne idée. C'est aussi injuste et inefficace. Pourquoi? Parce que si vous décidez de ne plus traiter des étrangers modestes sur votre territoire, ils vont développer des pathologies. Ils vont recréer des épidémies partout sur le territoire. Et donc ils vont contaminer votre population, ils vont fragiliser notre pays. C'est ça ce qui est intolérable. Et donc le projet porté à la fois par le Front National et la droite conservatrice est un mauvais projet à ce titre, parce qu'il va conduire à recréer des épidémies. J'étais il y a quelques semaines en Guyane. On voit réapparaître de la tuberculose, des maladies tropicales qui avaient disparu, parce qu'il y a de l'immigration clandestine. Expliquez demain que vous supprimez l'aide médicale d'État. Ah, c'est une idée sympathique. Mais vous allez redévelopper des pathologies qui toucheront les gens qui ne sont pas du tout les étrangers, qui sont des Françaises et des Français, mais qui vivent au milieu d'eux. Par contre, oui, nous devons mettre plus de responsabilité dans l'aide médicale d'État. Et donc nous travaillerons à un mécanisme de responsabilité, parce que nos concitoyens ne comprennent pas non plus
que ce soit un système ouvert à l'encan, où il n'y a aucune responsabilité à la clé. Mais ça doit se faire dans un esprit constructif et juste. Vous l'avez compris, ce que je veux, c'est donc qu'il y ait de la justice dans l'accès aux soins et que chacune et chacun soit justement traité pour accéder au traitement auquel il a le droit. Et en particulier, je veux ici aller au-delà sur un point très spécifique, mais qui compte. Je souhaite que l'assurance maladie prenne à nouveau en charge à 100% certains patients qui ont été laissés pour compte. Vous le savez, nous prenons à 100% en charge les affections longue durée. En 2011, une mauvaise décision a été prise, celle qui a consisté à sortir des affections longue durée l'hypertension artérielle. Il y a 12 millions de nos concitoyens qui souffrent d'hypertension artérielle. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va mettre tous les hypertendus à 100%, parce que là, je serais irresponsable. Ça pourrait faire plaisir à quelques hypertendus que j'aperçois dans la salle à leur réaction, mais là, je ne pourrais pas vous dire honnêtement que je sais le financer. Donc, je ne vais pas vous le promettre. Par contre, il y a 1 million d'hypertendus sévères. Il y en a 50 000 chaque année. Et là, c'est une bêtise de ne pas bien les couvrir. Pourquoi ? Parce qu'ils font, ces hypertendus, des accidents vasculaires cérébraux plus facilement, des pathologies, des lésions, des maladies beaucoup plus graves, qui vont nous coûter beaucoup plus cher dans 6 mois, dans 1 an. Et donc je veux que les hypertendus sévères soient désormais pris en charge à 100% par l'assurance maladie. C'est une décision juste, cela coûte une dizaine de millions d'euros par an. Ça n'est pas beaucoup par rapport au défi qui est le nôtre, mais c'est une bonne mesure parce que c'est une mesure d'efficacité, de justice qui permettra d'éviter ensuite des pathologies plus graves qui nous coûtent aujourd'hui beaucoup plus cher. S'agissant du tiers payant, enfin, je veux prendre le temps d'évaluer cette mesure. Quand on parle de tiers payant, vous savez, quand on est dans des périodes électorales, il faut toujours regarder à qui on parle. J'ai un principe depuis le début. Je dis toujours la même chose à tout le monde. Ça m'a parfois valu beaucoup d'ennuis, mais à la fin, c'est plus simple. Ça évite les reniements, ça évite les corrections, ça évite les changements brutaux. Et au final, la cohérence et la constance, je pense que ça paye. Donc, quand vous êtes dans une campagne et que vous parlez du tiers payant, si vous parlez aux patients, ils aiment bien. C'est très populaire. Si vous parlez aux médecins, ils détestent. Ils vous disent tout de suite que c'est abominable, qu'on leur a demandé de faire de l'administration, qu'il n'y a plus de responsabilité et qu'il faut donc en finir. En la matière, je pense qu'il faut éviter les dogmes, comme sur beaucoup de sujets. Je pense que le tiers payant, généralisé, va dans le bon sens parce qu'il évite que le montant qu'on doit mettre sur la table nous fasse renoncer à des soins. Il simplifie en même temps les éléments de remboursement parce qu'on attendait que la mutuelle rembourse. Là, tout est pris dès le début. Mais en même temps, je suis sensible à certains arguments. On a alourdi en effet la tâche de certains professionnels de santé. On demande à des médecins de faire la trésorerie, ils vont devoir attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois, d'être remboursés par la mutuelle. Parfois, ils ne le feront pas, me dit-on. Et puis, il y a cet élément culturel qui n'est pas neutre. J'entends certains qui me disent, quand quelque chose ne fait plus l'objet d'un paiement, même minime, ça ne vaut plus rien. Et donc, les gens ne se présentent plus à la consultation, parce qu'ils savent que ça ne vaut rien, ils ne la payent pas. Donc, vous voyez, en la matière, je veux qu'on ne soit pas dogmatique. Et donc, je ne ferai ni plaisir aux patients qui voudraient que le tiers payant généralisé soit sanctuarisé, ni plaisir aux médecins qui voudraient qu'on abandonne cette idée funeste et qu'on revienne au bon système d'antan, qui était quand même un peu complexe pour tout le monde. En la matière, je prends un engagement de responsabilité.
je demanderai une évaluation des effets du tiers payant généralisé pour voir si, en effet, cela conduit à des pratiques d'irresponsabilité et des excès de la part de patients. Je regarderai les coûts induits pour les professionnels de santé qui alors doivent être compensés. Je regarderai les dérives qu'on m'a décrites et qui sont conduites par certains autres acteurs. Et donc, nous évaluerons, nous regarderons et nous déciderons, comme on le fait trop peu souvent en France. Et puis, si les Français renoncent à se soigner, c'est aussi parce qu'il y a des inégalités territoriales. Vous le vivez ici, nous le vivons, nous l'avons vu cet après-midi. Il y a des territoires qui ont à faire face à des pénuries de médecins. C'est pour ça, quand j'entends que l'idée pour le système de soins, ce serait de réduire la fonction publique hospitalière, ce serait de supprimer des postes de praticiens hospitaliers, d'infirmières ou d'aides-soignantes, je dois vous dire qu'après avoir visité l'hôpital de Nevers, l'hôpital Pierre-Bérégovoy cet après-midi, j'ai du mal à comprendre. Je n'ai vu que des services où des aides-soignantes, des infirmières, des cadres, des chefs de service, des praticiens hospitaliers me disaient « Nous, on s'organise, on arrive à recréer les services, j'ai tel médecin qui vient faire des vacations ici, nous nous organisons. » Il y a une inventivité extraordinaire ici sur votre territoire. Mais partout, j'ai entendu, il manque X postes. Il y a 3 postes qui ne sont pas pourvus. Il y en a... Ah, on fait des économies formidables en ayant supprimé des postes de fonction publique. Mais derrière, on paye beaucoup plus cher des prestataires occasionnels, on paye beaucoup plus cher des gens qui viennent faire des vacations, et donc, au final, cette idée paraîtrait de bon sens qui dit on va couper des postes de fonctionnaires, eh bien, elle coûte plus cher, parce qu'on n'a pas supprimé, bizarrement, les patients qu'il y avait derrière, parce qu'il continue toujours à y avoir des gens malades à Nevers. Alors, il n'y a pas de recette miracle. Il y a un engagement à prendre. C'est, en effet, d'avoir davantage de médecins. Nous avons, je vais y venir, mais ça ne suffira pas, vous allez voir malgré tout. Depuis 30 ans, on a, droite et gauche confondus, géré le problème du coût de la santé en se disant on va réduire l'offre. On va réduire le nombre de médecins qu'on met devant les Françaises et les Français, ça coûtera moins cher. Funeste idée, parce que la population vieillit, il y a les maladies chroniques, et les gens sont toujours malades. Donc vous vous retrouvez avec des déserts médicaux. Vous avez en plus de plus en plus de femmes, il faut s'en féliciter, qui sont médecins, mais qui, de plus en plus souvent, arrêtent la médecine. Imaginez que 4 médecins sur 10 qu'on forme aujourd'hui vont arrêter de pratiquer durant leur carrière. Donc, il faut, oui, former plus de praticiens, et il faut rouvrir le numerus clausus. C'est indispensable. Mais ça n'est pas suffisant. Parce que si je vous dis, je vais répondre au problème de l'hôpital de Nevers aujourd'hui, en ouvrant le numerus clausus, et je vais répondre au défi de l'hôpital de Nevers dans 10 à 15 ans, mais pas aujourd'hui. Donc, il faut prendre des mesures de court terme. La première, c'est de ramener les professionnels de santé partout sur le terrain, pas d'abord à l'hôpital, partout sur le terrain, pour assurer la continuité des soins. Les déserts médicaux, ils sont dans ce tiers des départements français que j'évoquais, où vous n'avez plus la continuité des soins. Ils sont dans ces 30% de départements français où après 20 heures, vous n'avez plus la possibilité d'aller devant un médecin généraliste ou tel spécialiste, et où vous n'avez plus le choix qu'aller au service d'urgence le plus proche, qui parfois va être assez loin en voiture. Et ça coûte beaucoup plus cher là aussi, entendons-nous bien. Certains pensent faire des économies avec ça, c'est pas une bonne idée du tout. Le jour où vous arrivez à l'urgence, au service d'urgence, vous coûtez beaucoup plus cher que si vous aviez été chez un généraliste ou que s'il était venu chez vous.
Donc, la continuité des soins, elle se fera en rouvrant justement et en accélérant l'ouverture de ces maisons pluridisciplinaires de santé. Chaque fois qu'on ouvre une maison pluridisciplinaire de santé, on comble un désert médical. Je veux ainsi parler des maisons où travaillent ensemble des médecins, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des infirmières, des assistants médicaux. Et je fixe pour objectif de doubler leur nombre d'ici 2022. Pourquoi c'est important? Ce n'est pas de l'argent public uniquement, c'est de l'organisation sur le territoire, c'est de l'argent qui sera parfois mis par les collectivités territoriales, elles le font déjà. Mais c'est très important, parce que c'est aider les territoires à réavoir de l'attractivité médicale. C'est comme ça que vous allez réattirer des professionnels de santé dans les territoires les plus ruraux. C'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait peur à une jeune femme ou un jeune homme qui cherche à s'installer? C'est qu'il ne veut plus avoir l'avis du médecin de campagne d'il y a 20 ans. C'est qu'il ne veut plus pratiquer seul. C'est qu'il ne veut plus travailler de 7h à 22h, être appelé au milieu de la nuit. Il veut travailler de manière plus collégiale, avec d'autres professionnels de santé. Il veut pouvoir avoir des gardes partagés, pouvoir travailler avec l'hôpital, être dans un autre cadre qui correspond aux besoins, à sa génération, à la façon de vivre des professionnels de santé. C'est cela ce que permettent justement ces maisons pluridisciplinaires de santé. C'est pour cela que je veux les doubler d'ici 2022. Et c'est aussi ainsi qu'on coordonnera davantage le travail de ces professionnels sur le terrain avec l'hôpital. Et que ce faisant, nous diminuerons les coûts parce que nous éviterons à des centaines de milliers de nos concitoyens d'aller tout de suite aux urgences. Le deuxième élément extrêmement important, c'est le développement de la télémédecine. C'est fondamental. Nous devons, là aussi, permettre de soigner à distance, de suivre un patient cardiaque par un objet connecté, d'envoyer des images, de soigner à distance tout en assurant de la qualité, d'accélérer une consultation chez un patient à risque, ou au contraire, d'annuler un déplacement long chez un patient pour lequel tout va bien. Avec la télémédecine, on réduit par définition les distances, mais là aussi, on recrée du confort et on diminue les coûts. En ayant de la télémédecine, vous permettez à des professionnels qui sont ici, ou dans le libéral, ou à l'hôpital, ou dans un établissement de soins pour personnes dépendantes ou personnes âgées, de mieux soigner, en lien avec d'autres professionnels et des spécialistes. Et ainsi, de prévenir, mais aussi de guérir au plus proche de la population. C'est comme ça que vous réglez ce problème d'inégalité territoriale et que vous facilitez l'accès aux soins. Et c'est là aussi plus efficace et moins coûteux. Certains ne l'ont toujours pas compris. Quand vous êtes dans un EHPAD, que vous avez une personne âgée qui a besoin de faire un examen, aujourd'hui, elle va attendre des semaines et des semaines pour aller dans l'hôpital. Le jour où elle arrivera, il y aura eu de l'attente. Ce sera peut-être plus grave. Il faudra payer le transport à l'hôpital, qui coûte très cher. C'est un poste très important de l'assurance maladie. Elle se retrouvera devant le professeur, mais il n'y aura pas celui ou celle qui la soigne tous les jours, qui est à la maison de retraite ou dans l'EHPAD, qui l'accompagne. Puis la personne âgée, ou c'est un peu dépendante, ne pourra pas répondre à toutes ces questions. Par la télémédecine, et je l'ai vu faire à Pessac, non loin de Bordeaux, dans un EHPAD, eh bien vous avez le professeur, à l'autre bout, dans son service, qui parle non seulement aux patients, parfois à sa famille qui veut être là, mais également au médecin qui le suit au quotidien, au personnel soignant, dans son ensemble, qui est derrière l'écran, et qui peut échanger beaucoup plus efficacement. Vous n'avez pas dépensé le transport, et vous avez un soin beaucoup plus complet, une réponse beaucoup plus complète et beaucoup plus pertinente. C'est cela aussi, une réforme en profondeur de notre système de santé. Enfin, la bataille contre les déserts médicaux, c'est aussi une bataille de l'information, et il n'est pas normal que d'un côté, une minorité éduquée, avisée,
possèdent toutes les clés du système, sachent à quelle porte frapper, connaissent le médecin spécialiste et obtiennent un rendez-vous sans attendre, et que de l'autre côté, la grande majorité des gens soient totalement dépourvus, que lorsque vous êtes dans un désert ou quasi-désert médical, vous êtes perdu, vous ne savez pas où il faut aller au fond. C'est ça l'un des principaux problèmes que nous avons parfois. Vous ne savez pas où est en fait le spécialiste ou la maison de soins, et donc vous allez aux urgences. Eh bien, c'est pourquoi je mettrai en place sur Internet ce que j'appellerais un doctissimo public. C'est quand même fou qu'à l'heure d'Internet, alors qu'on attend d'informations sur tout, qu'on peut comparer les prix sur chaque élément de la vie quotidienne, on ne puisse pas savoir la réalité des soins qu'on a autour de soi. Ce portail permettra de disposer d'informations actualisées et fiables sur les maladies, les médicaments, les services publics à proximité, les modalités de prise de rendez-vous et les délais. Parce que l'égalité d'accès à l'information, ce n'est rien d'autre aussi que l'égalité d'accès à la santé. Le troisième chantier, c'est la transformation de l'hôpital. C'est un chantier fondamental, il est vital en matière de soins, en matière de formation, en matière de recherche. Parce que l'hôpital, c'est le pilier de notre système de santé. C'est notre fierté, c'est ce qui forme les personnels de santé partout en France. C'est le pivot, parce que c'est aussi l'hôpital autour duquel tout s'organise. Et je veux ici, non seulement saluer les personnels de santé que nous avons vus ensemble, cher Denis, cet après-midi, qui font un travail extraordinaire. J'ai vu un enthousiasme, une inventivité, une volonté de faire formidable. Mais ces personnels de santé, c'est aussi ceux qui se mobilisent, qui se sont mobilisés après les attentats que nous avons vécus ces derniers mois en France, partout, qui se mobilisent dès qu'il y a une catastrophe sur le terrain, sans compter leur temps, en revenant. On a vu des médecins qui étaient partis à la retraite, des aides-soignants, des infirmiers qui étaient partis parfois de l'hôpital, revenir pour aider leurs collègues. C'est le cœur vibrant de ce qui tient ce pays, c'est-à-dire l'engagement au fond profond qui nous tient ensemble. Et donc, l'hôpital, il mérite d'être réformé. Il le mérite profondément. Pas seulement pour la santé, mais pour toutes celles et ceux qui le font, pour toutes celles et ceux qui, à l'hôpital, portent la santé. Alors le réformer, ça ne veut pas dire mettre plus d'argent. Il faudra investir pour moderniser, et j'y reviendrai, ce sera une constante de mon programme et de mon engagement. Mais en même temps, continuer à faire des efforts sur le fonctionnement pour les réduire. Mais il ne faut pas faire sur l'hôpital une réforme monolithique. Les défis de l'hôpital de Nevers n'ont rien à voir avec les défis de l'hôpital Lariboisière à Paris. Rien. Ici, vous manquez de professionnels de santé, vous avez des services qui ont du mal à fonctionner. Je voyais le service de neurologie, on me dit, nous, on ne peut pas réussir à traiter tout de suite les AVC, et donc ils ont réussi avec beaucoup d'inventivité à mettre en place justement la connexion avec leurs collègues qui peuvent traiter les AVC à distance. On conditionne le patient de la meilleure des façons, on le transporte à Dijon, c'est formidable ce qui se passe là. Mais ça n'a rien à voir avec le problème, par exemple, d'un hôpital parisien qui est submergé par ses urgences, qui ne manque pas de professionnels aujourd'hui, même s'il commence à avoir un vrai problème d'attractivité, mais qui a simplement tout le reste de la société qui vient à lui. Et donc, la réforme de l'hôpital, elle consiste à regarder en face et à respecter d'abord tous les métiers et les engagements qui le font. Les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignantes, les cadres, les médecins, les praticiens hospitaliers, les chefs de service, les administratifs, et ensemble, avec eux, de concevoir cette réforme. Parce que l'hôpital, aujourd'hui, il est en crise de quoi? Il est en crise des 35 heures qu'il n'a pas pu digérer, qui l'ont profondément désorganisé, il faut le dire et le regarder en face. Parce qu'on ne parvient pas à y faire entrer pleinement le numérique, à générer les gains de productivité sur les multiples innovations, justement, auxquelles on devrait pouvoir parvenir, par insuffisance des investissements. Et parce qu'on laisse l'hôpital face à lui-même,
et qu'en quelque sorte, il régule toute la crise du système de santé dont je parle depuis tout à l'heure. Quand il y a un désert médical, on va dans l'hôpital voisin, même s'il est un peu loin, on ne va que là. Quand il n'y a pas assez de continuité des soins, quand il y a une médecine de ville qui ne fonctionne pas de la même façon, de l'angoisse et de la misère sociale, on va à l'hôpital. Quand on a peur, on va à l'hôpital. Et donc, c'est tout le système de soins ensemble qu'il faut réorganiser autour de l'hôpital. Parce qu'on a fermé en amont trop de structures et on n'organise pas bien aujourd'hui les soins. Et donc l'hôpital, dans de trop nombreux territoires, c'est l'ultime recours, voire le seul recours. Alors, pour transformer l'hôpital, il faut le transformer avec le reste du système. Cette réforme, elle est indispensable, mais il faut d'abord déconcentrer le pouvoir au niveau des agences régionales de santé et des acteurs locaux, c'est-à-dire justement de l'hôpital, des élus, pour que, en fonction des réalités et des besoins, sur le terrain, les acteurs puissent davantage innover, s'organiser, adapter l'offre. Ensuite, il faut décloisonner entre le médical et le médico-social, entre le public et le privé, pour faire émerger de nouveaux partenariats. C'est indispensable. La réforme de l'hôpital, elle passera aussi par la capacité d'ouvrir l'hôpital à des professionnels du secteur privé, à permettre, je l'ai vu très bien là aussi, à Sallanches, il y a quelques semaines, on en a parlé tout à l'heure, eh bien à permettre à des professionnels du privé qui font de la médecine de ville de venir s'installer dans des structures de l'hôpital pour mieux assurer la continuité des soins, parce qu'ils sont plus rassurés d'opérer à proximité d'infrastructures, parce qu'ils vont pouvoir mieux s'organiser entre eux, et parce qu'on pourra aussi plus rapidement organiser le suivi et la sortie de l'hôpital. Il faut accélérer la dynamique des groupements hospitaliers de territoire. Vous le faites formidablement ici, dans le Nivernais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut continuer à regrouper les structures, les centres hospitaliers, l'ensemble des structures qui existent sur le territoire, mais pour développer les synergies entre elles, pour les rapprocher, pour permettre de faire des bonnes économies en mutualisant des coûts, et en même temps pour permettre d'avoir une bonne répartition sur le territoire, un bon suivi plus intelligent, et améliorer la coordination. Il faut élargir l'expérimentation des maisons de répit et les établissements de soins de suite pour permettre ainsi d'accueillir plus de patients en dehors des hôpitaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin d'éviter que tout le monde arrive à l'hôpital. Les maisons de répit, c'est ce qui évitera que certaines personnes qui sont dépendantes aillent pour soulager leurs proches à l'hôpital pendant des semaines. On les mettra dans des maisons de répit, médicalisées, mais adaptées, qui coûtent beaucoup moins cher. Adapter ce qu'on appelle des centres de soins de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte à l'hôpital? C'est lorsqu'on vous a opéré, lorsqu'on vous a soigné. Vous n'avez plus besoin de rester dans une chambre d'hôpital sur votre lit. Mais c'est parfois un peu trop lourd pour rentrer à la maison parce que vous êtes seul, parce que vos proches ne peuvent pas apporter les soins minimaux, parce qu'il n'y a peut-être pas d'ailleurs dans la commune l'infirmière ou l'infirmier qui pourra passer de manière régulière. Et donc, la seule façon pour réduire les coûts de manière intelligente, c'est d'avoir ces centres de suite et de suivi qui permettront, hors de l'hôpital, de manière beaucoup moins coûteuse, que vous sortiez de l'hôpital, une fois l'opération faite, dans un encadrement médical allégé, beaucoup moins coûteux, mais rassurant, et qui vous permettra de vivre en faisant des économies. Vous voyez bien, quand je parle de révolution culturelle, il y a des tas d'économies qu'on peut faire en prévenant mieux, en s'organisant différemment, qui ne veulent pas dire qu'on va dérembourser, qui ne veulent pas dire qu'on va couper des têtes, qui ne veulent pas dire qu'en quelque sorte, la France serait face à une espèce de choix cornélien et abyssal qui est, si on veut continuer à être juste et ambitieux, on ne peut plus le financer. Et si d'autre côté on veut être responsable, il faut forcément faire des choses absolument injustes et régressives. Non! Il y a des choses de bon sens à faire qui sont à portée de main. Elles supposent simplement de décloisonner, de mieux s'organiser et de le faire dans la durée. C'est cela ce que je veux pour l'hôpital.
Et il faut aussi pour cela faciliter le travail libéral des médecins hospitaliers pour continuer à attirer les talents vers l'hôpital public, pour briser là aussi les tabous, réorganiser les petits hôpitaux qui devront accueillir des patients après une intervention et qui doivent continuer à être attractifs pour des praticiens hospitaliers et donc permettre là aussi une vraie fluidité. Je veux que nous avancions en changeant de méthode, en agissant davantage avec le terrain, avec les acteurs eux-mêmes. J'anticipe les débats. On va me dire, très bien, vous fermez combien d'hôpitaux? Quels sont les noms de villes? La liste des maternités à fermer, les services d'urgence à supprimer. Ça n'aurait aucun sens. Aucun. Il y a plein d'hôpitaux qui en fait ne sont peut-être pas à fermer, parce qu'on va partiellement les transformer en centres de suivi, parce qu'on va permettre à des néphrologues du privé de faire des centres de soins qui articuleront mieux l'hospitalisation à domicile et ce centre-là. Je veux que partout il y ait des débats régionaux autour du devenir des hôpitaux de proximité. Les élus, les acteurs de terrain affronteront avec moi la réalité. L'État, avec les agences régionales de santé, conduiront ces débats, mais la responsabilité sera prise localement, de manière inventive, en responsabilité collective. Enfin, pour transformer l'hôpital, il faut réformer son mode de tarification. Disons-le très clairement. Ce qu'on appelle la tarification à l'activité a permis aux hôpitaux de gagner en efficacité. Mais les gains de productivité à l'hôpital, ça ne fait pas l'efficacité du système de santé dans son ensemble. Il faut aujourd'hui imaginer et mettre en œuvre des financements qui prennent en compte le parcours de soins du patient et ses différents épisodes. Il faut donc qu'on réforme le mode de tarification à l'hôpital. Sinon, on valorise là aussi la répétition des actes, de l'activité. Ça n'est pas bon, ça n'est pas intelligent. Et donc, il faut qu'on valorise la bonne prise en compte du parcours de soins, c'est-à-dire l'hôpital qui va travailler avec ses partenaires de santé, avec de la médecine de ville, avec d'autres acteurs de terrain, et ainsi avoir une tarification plus adaptée à ce que nous avons vu tout à l'heure exactement, à ce que vous faites sur le terrain ici. Enfin, le dernier chantier, et j'en conclurai là, c'est d'avoir une vraie politique industrielle et d'innovation en santé ambitieuse. La santé, on en parle toujours comme d'un coup ou d'un malheur. C'est aussi un fleuron de l'industrie et de l'économie française. Nous avons en France 70 milliards de chiffre d'affaires faits dans la santé, 200 000 employés directs ou indirects, des territoires entiers. La région centre voisine est l'une des premières régions qui vit de l'industrie de santé. Nous sommes aujourd'hui parmi les premiers producteurs du monde en biotechnologie. J'étais l'année dernière et il y a 2 ans à ce grand salon des nouvelles technologies à Las Vegas, dont on a parlé ces derniers jours. Je ne suis pas cette année, je suis avec vous. Mais j'y ai vu des formidables innovations technologiques. J'avais avec moi la plus grande délégation non américaine, des Français. La fierté, on était devant les Anglais, les Israéliens, toutes les autres nations, justement, de l'innovation dont on nous rabat les oreilles. Nous étions là, avec des start-up. 2 tiers d'entre elles venaient hors de Paris. Et un grand nombre étaient dans le numérique et la santé. C'est ici qu'elles vont se développer, cher Denis. Sur ce territoire autour de l'hôpital, il y a un formidable levier de développement pour les nouvelles industries de santé. Autour du dispositif médical, autour des nouveaux objets connectés qui développeront des nouvelles formes de diagnostic qui vont faire qu'on va soigner et prévenir différemment la maladie. Et qui font que partout sur le terrain, on va réinventer grâce justement à ce qu'il y a, grâce à la formation des infirmières qui existe ici et qui est formidable, grâce à cet hôpital, on va redévelopper de l'activité. Et donc, nous avons besoin, en France, d'encourager cette industrie de santé. Et donc, je veux d'abord qu'on arrête cette politique au petit pied, qui consiste tous les 6 mois ou tous les ans à changer notre politique de remboursement ou de déremboursement avec une variable d'ajustement qui sont les laboratoires pharmaceutiques.
Nous sommes en train de sacrifier notre industrie pharmaceutique pour essayer de faire des économies sur son dos. Il faut continuer à valoriser le générique lorsqu'il existe, c'est une bonne pratique, mais il faut payer les médicaments au juste prix quand il y a derrière des innovations, quand il y a des investissements pour avoir une grande industrie pharmaceutique. C'est indispensable. Mais en même temps, il faut être responsable. Et donc on va faire des économies, mais des vraies, des bonnes, des économies innovantes. Quand vous faites du mal à vos laboratoires pharmaceutiques, comme on l'a fait, ils détruisent de l'emploi, ils ferment des sites. Et puis, on voit bien, vous l'entendez comme moi ces dernières semaines, ces derniers mois, ils créent de la rareté. On entend parler de produits qu'on n'arrive plus à trouver, de médicaments qui ne sont plus à la pharmacie. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Vous m'avez tellement baissé les prix en France. Moi, je les vends en Belgique, en Allemagne, parce qu'ils payent le juste prix, mais je les vends plus chez vous. Vous imaginez dans quelle situation on est en train de tomber? Donc on va arrêter ça. On va leur donner une visibilité sur plusieurs années. On va leur demander de faire des économies justes, mais de faire leur travail et de récompenser l'innovation. Par contre, en médicaments, on va faire des vraies économies. Je suis sûr que vous qui toussez, vous n'êtes pas la seule, je vous rassure. Moi aussi, je sors d'une vilaine toux. Bon. Vous avez été chez le pharmacien, vous avez acheté des pastilles au mieux, si c'est plus grave, le médecin vous a prescrit, j'espère pas des antibiotiques, encore, peut-être si ça dure, mais des médicaments, vous êtes allé les acheter. Puis ça va passer dans 2-3 jours, c'est tout le mal que je vous souhaite. Vous allez avoir consommé la moitié de la boîte. Puis elle va finir dans votre tiroir. Alors parfois vous allez, dans 2 mois, si ça revient, la réutiliser. C'est pas forcément d'ailleurs la meilleure des choses, parce que vous n'avez peut-être pas la même pathologie. Mais la plupart du temps, vous allez le garder, et puis quand vous ferez le rangement, dans 1 an, 2 ans, vous allez découvrir qu'elle est périmée. C'est ça ce qui se passe. On l'a tous vécu. Sous le contrôle familial, je crois être un coproducteur de ce gâchis. Eh bien, ce que je ferai, ce à quoi je m'engage, c'est la généralisation de la vente à l'unité du médicament. C'est-à-dire, quand vous avez une pathologie, quand le médecin vous prescrit un médicament, eh bien on vous vendra ce qui correspond à la prescription, ce qui correspond à ce à quoi vous avez besoin, ce qui correspond sinon à votre renouvellement d'ordonnance, quand vous avez une pathologie de longue durée. Parce que c'est comme ça que nous procéderons à des vraies économies. C'est comme ça, en passant à la vente à l'unité du médicament, que nous ferons des économies massives, mais sans faire des mauvaises, des fausses économies. Et en parallèle, j'aurai une politique volontariste pour développer la santé en France, les laboratoires pharmaceutiques, l'innovation en santé, et donc l'innovation dans les dispositifs médicaux, qui est la révolution en cours, dans laquelle nous devons gagner. L'innovation en matière de santé, pour qu'il y ait plus d'objets connectés et d'innovation dans le numérique. Ça passera par de l'investissement privé, mais aussi par une simplification de nos procédures d'autorisation de mise sur le marché, par une simplification réglementaire qui fait qu'en France, aujourd'hui, on doit beaucoup plus simplement innover dans ces matières, développer ces produits, développer ces innovations qui sont bonnes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des laboratoires formidables, vous avez des innovations qui sont faites dans les hôpitaux, dans les centres de recherche. Parfois, on les finance au début, avec du crédit impôt recherche, c'est de l'argent public. Et puis parce que la France est un pays extraordinairement compliqué pour donner ses autorisations de mise sur le marché, ces Françaises et ces Français qui ont fait ces innovations, ils vont développer le produit ou le dispositif médical en Allemagne, ou aux États-Unis ou ailleurs. Je l'ai tellement vu. C'est insupportable. C'est inefficace. On a financé leur formation, le début de la recherche et tout le reste. Donc on doit simplifier nos procédures, les accompagner, parce que je veux qu'on soit une grande nation en matière de santé, et donc une grande nation en matière d'industrie de santé aussi.
Voilà ce que je veux, mesdames et messieurs, chers amis, et je conclurai là-dessus. Voilà ce que je veux. Je veux que nous soyons fiers de notre santé. Je veux que nous la regardions en face, comme elle doit l'être au XXIe siècle. Comme non pas simplement un coût, non pas comme une charge, comme un devoir qui conjugue la solidarité et la liberté, comme une ambition légitime que notre pays doit porter pour celles et ceux qui souffrent et sont malades, pour leurs familles, pour celles et ceux qui sont engagés dans ce secteur de la santé, pour les acteurs de terrain, élus, fonctionnaires, qui chaque jour l'accompagnent, et pour notre pays, parce qu'il le mérite. C'est comme cela que je veux conjuguer notre énergie. Vous savez, je me suis laissé dire, et il y a dans la salle, je crois, des témoins directs de cette scène, que le soir de son élection, François Mitterrand a réuni les élus du Conseil général de la Nièvre et a dit ce soir, mes amis, je veux dire, ce pouvoir que les Français m'ont donné, je suis venu vous le rendre. Je me retrouve dans cette philosophie. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre le pouvoir pour vous le rendre. Ouais, cette flamme française, cette énergie que j'ai vue cet après-midi à Nevers, que je sens ce soir dans cette salle, cette énergie qui veut regarder les défis qui sont les nôtres de manière adulte et responsable. Qui sait qu'il y a des défis, des coûts? Qui sait que nous aurons des efforts à faire pendant, non pas simplement les 5 ans, mais les 10 ans à venir? Mais qui sait aussi que notre peuple a l'énergie pour cela? Ce que je veux pour nous tous et tous, c'est cette flamme française. Cette flamme, je veux la réveiller avec vous. C'est ce qui fait que nous réconcilierons la liberté et la justice, cette volonté de faire réussir le pays, d'être fiers de ce que nous sommes en étant dans le siècle qui advient, non pas en défendant des modèles passés, non pas en galvaudant des mots dans lesquels certains se réfugient pour ne rien faire, non pas en promettant du sang, des larmes, ce qui a été fait il y a 30 ans ou 40 ans dans des pays voisins, en regardant en face nos défis, mais en les relevant ensemble, en considérant que l'État et ceux qui prétendent dans l'État aux plus hautes fonctions ont une responsabilité, donner un cap, fixer un sens, faire émerger des solutions concrètes, réelles, dans le siècle, mais que tout cela nous le ferons ensemble, que les vraies réformes nous ne les ferons pas contre les Français, en réduisant leurs droits, mais bien en faisant émerger cette énergie, en donnant une place à cette énergie, en la faisant réussir partout sur le territoire, en la considérant. Et donc, tout cela, mes amis, dépend de nous, aujourd'hui, demain. Et donc dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est ensemble ce projet que nous allons porter. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous, d'ici jusqu'à l'été prochain, pour avec moi porter ce projet, cette vision, pour convaincre avec votre énergie, pour persuader avec votre engagement, pour mobiliser avec notre optimisme. Vive Nevers!